Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir dans Éco-Débat, un sujet qui intéresse toute personne qui s'apprête à acheter un bien sur plan ou ce que l'on appelle dans le jargon immobilier achat ou vente en l'état futur d'achèvement ou VEFA. La loi 107/12 datant de 2016 est censée régir cette VEFA dans le but de l'encadrer. Mais la réalité est tout autre. Et les victimes des failles de cette loi se comptent par milliers dans notre pays. On reproche à la tutelle le manque de concertation avec les principales parties prenantes, notamment les promoteurs immobiliers et l'ordre notarial dans la rédaction de la nouvelle mouture après celle de 2002 de cette même loi. Sans oublier qu'on est toujours en attente de l'adoption du décret devant définir les conditions relatives aux garanties. En attendant, des promoteurs immobiliers crapuleux continuent de sévir malgré l'arsenal de textes juridiques exigés pour la construction ou encore l'acte de bâtir. Alors, comment éviter abus, fraude et autres arnaques? Qui est responsable? Quels sont les recours d'une victime en cas de litige? Et surtout, comment revoir cette loi et surtout son application, voire même son applicabilité? Nous répondons à ces questions et à bien d'autres en compagnie de nos invités. Ce soir, tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Samir Okhlifa, avocat au barreau de Rabat. Bonsoir et bienvenue. Merci madame et merci pour votre invitation. Également sur le plateau et pour représenter les promoteurs immobiliers, le vice-président de la Fédération marocaine de ces promoteurs, Mohamed Anis Benjeloun. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir madame. Une des parties prenantes essentielles dans n'importe quelle transaction immobilière ou autre d'ailleurs, il s'agit bien sûr du notaire. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Maître Abdelmjid Barkash. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Je suis ravi d'être parmi vous et puis surtout éclairer le public sur les problématiques que nous allons débattre c'est le but, ce soir. C'est le but. Et puis pour représenter les consommateurs, le secrétaire général de la Fédération nationale des associations de protection du consommateur, Madi Houadia, bonsoir et bienvenue à vous aussi sur ce plateau. Merci à vous. Avant de commencer, donc de rentrer dans le vif du sujet de cette loi VEFA, tout d'abord, il faudrait peut-être passer par l'explication. Qu'est-ce qu'une vente en état de futur achèvement? Et bien sûr, ma question est destinée au notaire, parce que voilà, vous êtes en charge de, chapeauter cette opération. Qu'est-ce qu'une VEFA? Bien sûr, c'est une opération qui porte d'abord sur un bien virtuel. Et en tant que tel, ce qu'on attend des promoteurs, c'est d'édifier sur un terrain, un immeuble. Et une fois qu'il est édifié, il va le vendre à un acheteur qui, lui, va devoir payer le prix au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux. Ça, c'est la définition juridique. Il y a une évolution par rapport à la loi 44.0. Après, si vous le souhaitez, on pourrait expliquer quels sont les intérêts de cette technique qui est la veille. Nous y arriverons avant, mais juste pour comprendre, quelles sont les étapes d'une VEFA selon la loi? Les différentes étapes, ça commence déjà par un contrat de réservation qui peut être soit en la forme sous seing privé ou authentique. Et dans les 6 mois, il faut absolument faire ce qu'on appelle un contrat. Dans les 6 mois, c'est défini? C'est défini par la loi. Très bien. Un contrat préliminaire. Et une fois que le contrat préliminaire est signé entre promoteur et acheteur, on attend l'achèvement des travaux qui se matérialise par l'obtention de ce qu'on appelle un permis d'habiter ou un certificat de conformité, suivi par un éclatement du titre foncier. Donc, c'est la division de l'ensemble immobilier en copropriété qui donne lieu à la création d'un titre foncier divis. Et c'est ça qui va faire l'objet de l'acte de vente définitif. Qu'en est-il des paliers de paiement? Alors, le palier des paiements, effectivement, il y a un échéancier de paiement. C'est ça qui protège en fait l'acheteur. C'est que le paiement se fait en fonction d'un échéancier. 5% au moment du contrat de réservation. 5% du prix de vente. Du prix de vente. Qui est séquestré sur un compte, bien sûr, du promoteur. Ensuite, au moment du contrat préliminaire, on verse encore 5%. Si le contrat de réservation n'a pas été on verse 10%. Et au lancement des travaux, on paye encore 10%. Donc on arrive à 20%. Sur les 60%, c'est aux parties de définir les prorata. Normalement, il y a 3 termes, 3 événements. La fin des travaux de grosses œuvres, la fin de fondation, des réalisations des travaux au niveau des grosses œuvres. Ensuite, il y a la fin des travaux de grosses œuvres. Et puis après, il y a la fin des travaux de finition. Et c'est
c'est d'un commun accord que le promoteur et l'acquéreur vont moduler un peu les versements à effectuer. Les 20% qui restent, en fait, c'est pour permettre à l'acheteur de constater dans quelle mesure le produit que le promoteur va livrer est conforme par rapport au cahier de charge. N'oublions pas que je vous ai dit que le bien est un bien virtuel. Quand on achète, on ne sait pas ce qu'on achète. Et donc, mais du coup, les 20% ne peuvent pas être... Les 20% qui doivent être réglés. Doivent être réglés au moment où on signe l'acte de vente définitif. Très bien. Et généralement, c'est entre les mains du notaire que ça se fait. Et généralement, se pose encore un autre problème. Généralement, sauf quelques exceptions. Pas une exception, c'est une donnée importante. N'oublions pas que le banquier finance l'opération et généralement, il y a des hypothèques à régler et malheureusement, les reliquats généralement ne suffisent pas pour désintéresser le banquier et donc obtenir la mainlevée d'hypothèque. Maître Khalifa, peut-être j'ajouterai pour qu'on finisse avec quelques éléments, l'encadrement. Oui, voilà. quelques éléments qui sont très importants pour réagir par rapport à ça. D'abord, il s'agit d'une convention entre un vendeur et un acheteur, dont le contenu et l'objet et la construction d'un immeuble dans le temps, dans une échéance, et le paiement se fera au fur et à mesure. Bien évidemment, il est très important de mettre l'accent sur l'architecture, si vous voulez, contractuelle. C'est cela. Le contrat de réservation n'est pas un contrat obligatoire, il est facultatif. Ce qui est obligatoire, c'est le contrat préliminaire. Ça veut dire que, parce qu'avant la réforme de la loi, ce contrat de réservation existait dans la pratique sans qu'il y ait un encadrement légal. Il y avait beaucoup de dégâts. Donc aujourd'hui, nous avons un cadre légal concernant le contrat de réservation. Effectivement, comme l'a bien souligné et dit Sibargash, il y a un délai de 6 mois pour établir le contrat préliminaire. Un contrat préliminaire dont les conditions sont définies limitativement et clairement par la loi. Il est très important de mettre l'accent sur le contenu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sanction. Il y a un article qui prévoit la nullité du contrat si il ne prévoit pas les conditions requises, prévues par la loi. Et là, ce qui est important, c'est totalement l'arsenal de garanties prévu par le législateur marocain pour protéger l'acheteur notamment, la partie vulnérable. Je tiens tout simplement à mettre en exergue le fait que si la loi protège l'acheteur, il ne remet pas en cause l'intégrité, le professionnalisme du vendeur, le promoteur en l'occurrence. Il y a un équilibre dans le texte. D'ailleurs, on va en parler si vous voulez aussi. Il y a des sanctions. Nous allons venir au texte, exactement, des sanctions. Nous allons bien le décortiquer, ce texte de loi juste sur la pour VFA. démystifier au grand public, parce que je ne veux pas que le débat soit de nature à dire qu'on est là en train de remettre en cause l'intégrité de qui que ce soit. Ce n'est pas le but, voilà. Surtout pas de ce débat, mais voilà, le débat est ouvert. Alors, justement, nous ne parlons pas et nous ne mettons pas en cause l'intégrité des promoteurs immobiliers qui sont représentés aujourd'hui par Mohamed Anis Benjeloun. Mais y a-t-il consensus de ces étapes-là auprès des promoteurs immobiliers en ce qui concerne cette vente, cette VFA? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, très rapidement, il y a lieu donc d'éclairer l'opinion publique sur un certain nombre de points. Cette loi, la version 44.00, a été promulguée en 2002. Il y a eu une loi rectificative 107.12 qui a été promulguée en février 2016. Donc, s'il y a eu tant de retard, c'est parce qu'effectivement, il y avait une difficulté d'application de cette loi-là. Nous allons revenir à la loi, mais vraiment, nous nous arrêtons maintenant sur les étapes de la VFA. Est-ce qu'il y a consensus de tous les promoteurs? Est-ce que tous les promoteurs appliquent ce qui a été expliqué par Sibargash? Attendez, je vais répondre à votre question, mais il y a lieu de préciser certaines choses. Cette loi a été difficilement applicable pour plusieurs raisons. Entre autres, ça veut dire que pas tous les promoteurs appliquent cette loi. Pas tous les promoteurs l'appliquent. On l'a dit, on l'a répété, on a émis des réserves en 2016 pour la publication de cette loi. Et s'il y a eu un décret d'application qui a tenté d'être approuvé par le dernier Conseil des ministres en janvier donc 2020, soit 4 ans après la dernière promulgation, parce que les deux anciens ministres qui se sont succédés, à savoir Sibn Abdallah et Silfassi, n'ont pas pu promulguer cette loi parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une difficulté d'application de cette loi-là. Et même le Conseil du gouvernement n'a pas statué sur l'adoption du décret d'application qui a été proposé au sein du Conseil des ministres. Pourquoi ?
Effectivement, il y a un contrat de réservation qui peut être signé, mais il est valable 6 mois renouvelable. Donc c'est 12 mois, ce n'est pas uniquement 6 mois, c'est stipulé sur la loi. Ensuite Comment on peut... C'est pour l'achèvement. C'est pour l'achèvement. Ouais, non, mais le contrat de réservation, la loi est là, hein, je l'ai sous les yeux, vous l'avez aussi. Nous allons revenir à la C'est loi. 6 mois, Mais juste, 6 mois renouvelables. parlez-nous des étapes et de leur application. Ensuite, il est question de passer à un contrat préliminaire de vente. Mais ce contrat préliminaire de vente, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit que le promoteur doit donner des garanties financières de restitution des fonds à l'acquéreur. Et il prévoit, autre possibilité, qu'il y ait une assurance de garantie d'achèvement des travaux. La garantie d'achèvement des travaux, il n'y a aucune compagnie d'assurance qui peut la donner. Donc s'il y a retard? Attendez, avant de promulguer une loi... Non, mais s'il y a retard d'achèvement des travaux, si le promoteur ne respecte pas les échéances. J'explique les échéances et on reviendra au retard par la suite. Il n'y a pas de produit concernant la garantie d'achèvement des travaux par les compagnies d'assurance marocaines. Premier point. Deuxième point, la garantie de restitution des fonds. Les banques sont extrêmement frileuses et réticentes à donner ces garanties-là aux promoteurs et aux acquéreurs pour plusieurs raisons. Un, le marché est en difficulté. Deux, ils veulent voir, ils donnent ça, mais pour vraiment de très rares promoteurs, les plus grands, et dans des conditions extrêmement draconiennes. Donc le problème ne revient pas aux promoteurs. Le problème revient aux banquiers. Nous avons entamé des discussions avec les autorités de tutelle, à savoir donc, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, pour réaliser une table ronde avec le GPBM afin de lever cette problématique-là. Ce que cette VFA, il faut aussi savoir une chose concernant cette VFA. Cette VFA, malheureusement, a été décalquée du modèle français, sauf que les modalités d'application en France et au Maroc ne sont pas les mêmes. En France, le titre foncier parcellaire est établi dès l'obtention d'autorisation de construire. Ce qui fait que quand vous achetez un bien, vous avez un bien qui est identifié, qui est titré au niveau de la foncière. Au Maroc, ce n'est pas le cas. Au Maroc, il faut attendre jusqu'à la fin de l'exécution des travaux, de la réception à 100% et l'établissement des plans topographiques pour pouvoir promulguer ce titre foncier-là. En France, comment ça se passe? Donc l'acquéreur, disons, soumet son dossier de financement directement au banquier en cours de construction et la banque peut financer le bien en cours de construction au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, il faut attendre. Donc, cette loi, elle est comment dirais-je, elle est ambivalente et elle n'est pas adaptable au système marocain. Nous avons négocié avec la conservation foncière, nous sommes en phase de négociation avec elle pour pouvoir effectivement disons, promulguer les titres fonciers en cours de construction. L'expérience a déjà vu le jour pour Salah Jadida. Pourquoi ne pas la recommencer? Nous sommes en train de mettre en place des projets pilotes pour aller dans ce sens-là, afin de réellement faire adapter cette loi dans le contexte marocain. Un dernier point, s'il vous plaît. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre présentation de promoteurs immobiliers crapuleux. Je tiens à préciser que c'est une profession qui doit être respectée. Effectivement, il y a des qui doit être respecté, mais qui a montré que tant qu'il n'y a pas de statut de promoteur immobilier qui est régulé par la loi, n'importe qui peut s'autoproclamer promoteur immobilier. Et donc, de facto, peut être frauduleux. Il y a des gens qui, effectivement, se prétendent promoteurs immobiliers alors qu'ils ne le sont pas et dont le but est d'escroquer les gens. Ça, c'est une vérité. Donc vous rejoignez le fait que je dise certains promoteurs immobiliers crapuleux. Qui se prétendent promoteurs. Très bien. En tout cas, ils le sont. Alors, est-ce que Madi Houadi, en tant que représentant de la société civile et la protection du consommateur, est-ce qu'il y a aujourd'hui une instauration de garantie pour l'achèvement des travaux? Si ces travaux ne sont pas achevés à temps, que peut faire l'acheteur? Que peut faire l'acheteur? Est-ce que vous avez eu peut-être des exemples devant vous de ce cas-là? Bien sûr. Alors, est-ce que... Nos associations engorgent de réclamations concernant la promotion immobilière et ça, c'est quand même un dossier qui est très lourd et dont nous avons donc milité pendant des années, donc depuis 2012. Juste une question parce que notre ami n'a pas répondu à une des questions que vous avez posées. Est-ce que effectivement les promoteurs immobiliers respectent cette loi VFA? Vu que la promotion immobilière ne veut pas répondre, je me tourne peut-être vers l'acheteur et vous représentez le consommateur par rapport au retard. Il ne la respecte pas. J'ai répondu. Il ne la respecte pas. La loi est là, les conventions sont là et on peut les comparer. On va devoir constater
que la loi, effectivement, elle est là sans être respectée. C'est vrai que les promoteurs immobiliers disent que la loi n'est pas applicable. C'est quelque chose qui est inadmissible. Une loi, elle est là, elle doit être appliquée. Point barre. S'il y a autre chose, on doit militer. Nous sommes dans un état de droit, absolument. On est là pour. S'il y a quelque chose à revoir, on doit militer pour pouvoir changer les choses. Mais moi, je ne grille pas un feu rouge parce que ça ne me convient pas. Mais qu'est-ce qui impose aux promoteurs de respecter ou pas cette loi? Effectivement, ça, c'est aussi le souci de la loi, parce que si on va, disons, regarder un peu la loi, donc on va constater qu'il n'y a aucune restriction, aucune obligation, sauf la nullité de contrat, ou peut-être bien payer certains intérêts dans le cas du non-respect de la date de livraison, mais la loi n'est pas contraignante pour les promoteurs immobiliers. Ben, il n'y a pas une sanction qui va devoir être là pour dire, effectivement, si vous ne respectez pas cette loi, vous devez payer tant de dirhams. Ou prenons le cas, par exemple, du Conseil de la concurrence et la loi de la liberté des prix et de la concurrence. Ben, il y a, quand la société ou l'entreprise enfreint la loi, ben, il y a au moins des sanctions qui sont vraiment très significatives et très élevées, partant de 10% du chiffre d'affaires réalisé à l'année. Constatons que aussi dernièrement, juste, il y a un chiffre de 3,3 milliards qui a été, disons, mis en place par la NRT contre un opérateur téléphonique. Et là, c'est vraiment une vraie sanction qui va donner à réfléchir à l'entreprise ou au promoteur immobilier de regarder plusieurs fois avant d'entamer des choses. Le souci, c'est que, bon, il y a deux choses que je souhaiterais aussi dire, c'est que, donc, au niveau de la rétractation, au niveau du contrat de réservation, donc, il y a une disposition dans la loi qui parle de la rétractation du consommateur ou de l'acquéreur. Ça, c'est très important. Elle est de 30 jours. C'est-à-dire que l'acquéreur peut se rétracter dans un délai de 30 jours. Après signature du contrat préliminaire. Après la signature du contrat de réservation. Ah, que de réservation. De réservation. C'est pour cette raison que Maître a dit que le montant qui est donné, donc les 5% avancés, ils sont dans un compte séquestre, donc entre les mains du promoteur. C'est parce que cela va devoir garantir effectivement le remboursement de cette rétractation. Il y a aussi ce qui est extraordinaire, c'est la caution. Quand la loi demande à ce que les opérateurs dans le secteur donnent une caution aux acquéreurs, subhanallah al-azim. Pour ça, on ne peut pas donner une caution parce que c'est pas possible, c'est pas comme la loi française, c'est pas, alors que normalement l'acquéreur a donné de l'argent. Il a donné, donc, dans un projet de 100 habitants ou 200 logements, 300 logements, bah, calculer au moins les 10% qu'on va devoir donner, nous, en tant qu'acquéreurs, à ces promoteurs-là. Et le chiffre qui va effectivement être assez conséquent et assez important. Il ne faut pas venir nous dire non, on ne peut pas, ça c'est pas possible, ça ce n'est pas comme la France, hein, on ne peut pas, disons, appliquer la loi de la VFA ici. Ben, effectivement, si on ne peut pas appliquer la loi de la VFA au Maroc, ben, on n'appliquera jamais toutes les lois qui sont, parce que ça sent très bien que presque toutes les lois marocaines sont copiées de la France. De la France. Pourquoi celle-ci, elle n'est pas valable? Très bien. Voilà. Expliquons cette loi, messieurs. Expliquons cette loi sur la VFA pour qu'on puisse avancer dans le débat, Stephen Gillon. Expliquons, Maître Okhlifa, expliquons cette loi de la VFA, parce qu'on en parle. Que dit exactement cette loi? Oui, nous allons y revenir. Stephen Gillon, on va d'abord expliquer ce que c'est que cette VFA, si vous le permettez. C'est mon rôle de gérer ce débat. Si vous le permettez. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Maître Okhlifa, qu'est-ce que dit cette loi de la VFA? Par rapport au délai déjà, parce que on va tout expliquer dans le délai cette est très loi. important. Merci. Parce qu'effectivement, partant d'un état des lieux, il faut qu'on soit clair. Effectivement, il y a des victimes. Bon, maintenant pour la question des délais. Que dit la loi? Le contrat préliminaire doit stipuler des délais d'achèvement. Maintenant, le délai n'est pas défini. C'est le promoteur. On est dans un contrat d'adhésion. Et pour expliquer aux téléspectateurs, un contrat d'adhésion, c'est un contrat rédigé par le promoteur, signé par l'acheteur-consommateur. Et donc, de ce fait,
il y a déjà un engagement préalable de définir un délai. Maintenant, en cas de non-respect, effectivement, la loi ne prévoit pas de sanctions. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sanctions, parce qu'il y a référence faite par les magistrats aux règles générales, au droit commun. C'est-à-dire, le cas échéant, si il n'y a pas de délai stipulé dans le contrat préliminaire ou il y a un délai qui n'a pas été respecté, tout simplement, le juge il a un pouvoir d'appréciation. Le cas échéant, on parle d'un délai raisonnable. Le dahir des obligations des contrats prévoit en l'occurrence la possibilité de définir en fonction du projet. Maintenant, ça d'une part. Deuxièmement, pour la question des garanties, il y a 2 formes de garantie pour que ça soit clair. Il y a la garantie par rapport au remboursement des fonds payés par l'acheteur. Il y a la garantie par rapport à l'achèvement des travaux. Parce qu'il s'est avéré, d'après la pratique, que même après livraison, il y a des problèmes de conformité, il y a des problèmes Le cahier des charges qu'évoquait Sibargash. de cahier de charges signé, attention, cahier de charges signé par les 2 parties et déposé auprès du notaire. Et il est très important aussi de le souligner, le notaire ne doit pas débloquer les fonds au profit du promoteur qu'après avoir délivré l'attestation de garantie. Alors aujourd'hui, qu'on fasse le distinguo entre 2 choses, entre une réalité des assureurs qui, bon, je ne sais pas, moi je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais il n'y a pas d'assurance sur cela. Oui, je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que pour moi, l'assurance c'est un produit négociable et les promoteurs avec les moyens, l'armada de moyens dont ils disposent, avec leur notoriété, leur fonds. Alors je pense qu'ils doivent être en mesure de négocier les assurances. Aujourd'hui, on a surtout dans le monde des sinistres qui dépassent ce dont on parle aujourd'hui. Donc s'il y a un problème d'assurance, c'est un problème de la profession. Et ça n'a rien à voir avec la loi. La loi, il est là pour protéger c'est les promoteurs qui sont responsables. Non, protéger tout le monde. Alors, deuxièmement, est-ce que c'est le notaire ou le promoteur immobilier? Non, Quelle profession? je parle déjà du fait qu'on parle d'une assurance qui fait défaut parce qu'un assureur refuse. Je pense que c'est un problème à régler entre la profession et les assureurs à travers des négociations. Et ça, c'est la partie commerciale de la chose. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, est de dire c'est un consommateur. Aujourd'hui, il faut qu'on sache que l'achat de l'immobilier par un Marocain, au-delà de l'aspect économique, ça rentre dans nos mœurs, dans notre esprit, c'est notre culture à nous. On est là dans une mentalité de Marocains qui font des investissements et donc c'est l'épargne de leur vie qu'ils mettent là-dessus et à un moment donné se retrouvent devant un promoteur qui ne respecte pas les délais et qui ne respecte guère le cahier de charge. Il y a un élément fondamental, si vous permettez, parce qu'il y a des informations qui à mon avis, fallacieuses sur certains organes de presse quand on parle de décret d'application. Et on parle du fait qu'on va mettre en stand-by une loi parce qu'il y a un texte qui fait défaut. Alors, ce n'est pas vrai. Pour moi, l'obligation, elle est prévue par la loi. Il existe. Et ce abstraction faite de ce texte définira les modalités d'application. Mais le texte, il est clair, il dit explicitement, on doit, avant de dire, le notaire, il est responsable, et on va parler peut-être de la responsabilité civile et pénale du notaire là-dessus. Il est responsable de garder les fonds, pour démystifier, pour ne pas utiliser les termes techniques, de garder les fonds, et il en est garant, et il ne peut les débloquer au profit des promoteurs qu'après la délivrance de cette fameuse attestation de garantie. Cela est en théorie et en pratique ou en pratique c'est autre chose? En pratique c'est autre chose aujourd'hui. Très bien. Parce qu'on a déjà des dégâts. Ok. Une réaction peut-être c'est Benjeloun avant la fin de la première partie. Vous avez 1 minute. Je n'ai pas 1 minute, il faut me donner plus de temps que ça. Non, vous avez un droit de réponse. J'ai un droit de réponse qui est important. Malheureusement, il y a certaines officines qui depuis un moment font véhiculer des idées qui sont effectivement fallacieuses, comme l'a dit l'Oustad, dans l'opinion publique, concernant les promoteurs immobiliers qui ont un super pouvoir, etc. Et qui ont conduit au scandale, et qui ont fait croire à l'opinion publique comme quoi les promoteurs immobiliers, encore une fois, se faisaient des marges faramineuses et qui pouvaient donner un 3e logement pour 2 achetés. C'est ce qui a conduit au scandale qu'a vécu Bob Darna. Et ces propagandeurs de ces affirmations portent une responsabilité par rapport au problème qui s'est posé par rapport à Bob Darna. En ce qui concerne Siwadir, plusieurs éléments de réponse. Vous dites que la loi doit être appliquée. J'ai une question à vous poser. Est-ce que les organes publics de promotion immobilière appliquent la loi? Non. Très bien.
Donc, ils ne l'appliquent pas. Ils ne sont pas tenus à l'appliquer. Madame, ils ne l'appliquent Ce n'est pas. pas prévu pour l'État que... Si. Donc, les organes publics n'appliquent pas cette loi de la VEFA. Je suis d'accord avec vous. Point numéro 1. Point numéro 2. Si vous avez une solution miracle pour permettre aux promoteurs immobiliers d'accéder à des garanties bancaires, donnez-les-nous. Le gouvernement a été incapable de statuer là-dessus. Et le décret d'application n'est pas passé au Conseil du gouvernement pour cette cause. Alors arrêtez de faire de la propagande qui est mensongère sur une réalité. Ce texte est inapplicable de l'avis même du Conseil du gouvernement et de tous les membres dirigeants de ce pays-là. Mais pourquoi il y a certains promoteurs qui l'appliquent? Mais madame, ce sont une infime minorité. Vous le faites? Attendez, Est-ce que vous êtes promoteur immobilier? Est-ce que vous appliquez cette loi de la VEFA? Laissez-moi terminer ma phrase. Oui ou non? Laissez-moi terminer ma phrase, s'il vous Allez-y. plaît. Je C'est vous pour dis répondre à ma que, question. écoutez, nous avons des contacts assez poussés et assez, disons, serrés avec les banques pour leur demander quelles sont les possibilités de donner des garanties, des cautions, des cautions aux acquéreurs. Pour pouvoir appliquer cette loi. Elle refuse. Pour pouvoir appliquer cette loi. Je vous explique une chose. Très bien. Il faut que le téléspectateur Bah, comprenne donnez-le bien. les Attendez, garanties je pour ne qu'il vous ai pas interrompu. Là, si, vous Non, je ne vous ai pas m'avez interrompu. plusieurs Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Vous m'avez fait Non. Il nous reste très peu de temps pour la fin de la première partie. Il faut messieurs. comprendre une chose. Allez-y. C'est qu'une banque ne peut financer un projet que lorsqu'elle a une visibilité sur la précommercialisation. Donc, elle exige du promoteur immobilier que ce promoteur immobilier a déjà reçu et perçu des avances. Autrement, elle ne rentre pas en matière. Très bien. Donc, c'est Est-ce une que banque qui vous se mord la queue. appliquez Attendez. cette loi de la VEFA Je vous réponds, madame. En tant que promoteur immobilier. Je vous réponds, madame, que cette loi, que la caution bancaire est accordée par certaines banques. Vous répondez pas à ma question. Mais je vous hein, réponds à Sylvie la question. Oui, non. Certaines banques accordent cette caution à de très grands groupes immobiliers Mais vous ne qui ont répondez pas à ma qui ont des question. capacités. Oui ou non? Mais madame, Appliquez-vous cette loi de la VEFA? Je vous réponds, madame. Vous ne me facilitez pas la tâche. non, mais Alors oui ou non? Je vous réponds Non. que certaines banques donnent des cautions hypothécaires à des grands groupes immobiliers. Donc vous l'appliquez mais- pas, la loi. Mais vraiment au cas par cas. En tant que Parce promoteur parce- immobilier, vous ne l'appliquez pas cette loi de la VEFA? Mais qu'est-ce qu'on applique en tant que promoteur immobilier? l'appliquez pas. On respecte la loi dans ce sens qu'on fait un contrat Ça préliminaire. veut dire si vous la respectez, vous l'appliquez? Laissez-moi Oui terminer. ou non? C'est Laissez-moi bien, terminer. il faut qu'on arrête la première Alors, partie. on fait un contrat de réservation qui est renouvelable 6 mois et ça bloque au niveau de l'obtention de la caution bancaire. Le problème, il est là. Donc- et nous sommes en négociation avec le ministère Donc et vous avec ne les l'appliquez banques. pas. La Très bien. majorité ne l'applique pas. Vous Oui. l'appliquez ou La pas majorité en ne tant l'applique pas. que vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers? La majorité des promoteurs immobiliers ne l'appliquent pas. Très bien. Vous voulez toujours pas répondre à ma question? Non, Je vais j'ai arrêter répondu. d'insister. Voilà, c'est la fin de la première partie d'Éco-Débat. Nous revenons dans quelques instants au débat. Merci de rester avec moi tout de suite. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous regardez Éco-Débat que nous consacrons ce soir à la vente en l'état futur d'achèvement, la VEFA. Avant la pause, nous évoquions la responsabilité, ou plutôt Maître Okhlifa, en tant qu'avocat au barreau de Rabat, évoquait la responsabilité du notaire dans l'application de cette VEFA. Et bien naturellement, nous avons un notaire avec nous sur le plateau que je fais réagir. Maître Bargache, quelle est la responsabilité du notaire? Et peut-être que vous avez quelque chose aussi en réaction à ce qui a été dit en première partie. Je vais commencer d'abord je vais rebondir par rapport à ce qui a été dit. Ensuite, je vous répondrai par rapport à la question Merci. de la responsabilité du notaire en tant que partenaire dans cette opération qui implique beaucoup d'intervenants. Ce que je souhaiterais rappeler aux téléspectateurs, c'est que, et même à mon ami Anis, c'est que la VEFA est une technique de financement avant tout. Avant, les promoteurs devaient aller prendre un crédit classique auprès d'une banque. Or, comme il y a des retards, il y a des agios qui se cumulent, etc., et ils n'avaient aucune maîtrise par rapport à leur politique de prix. Et donc, comment faire aujourd'hui pour remplacer les prêts bancaires par une autre ressource, une autre source de financement? L'idée la plus intéressante et la plus géniale, c'est de dire aujourd'hui, il faut qu'on utilise les fonds propres de nos clients. Sauf qu'il faut savoir de quoi on parle. Si on voudrait utiliser les fonds propres des clients, il faut bien entendu sécuriser ces clients. Sécuriser, être transparent avec... C'est pour ça que nous, on parle de deux choses. On parle de sécurité et de transparence. Aujourd'hui, dans la pratique, il y a des pratiques, je pourrais le dire, qui laissent à désirer. Puisque les garanties financières de remboursement et d'achèvement, le décret ne sont pas là. Le texte, sans sa dos, il est sorti en 2 février, au 3 février 2016. 4 ans après, moi-même, j'étais dans des comités de réflexion au sein
du ministère de l'Habitat pour... Ah, donc les notaires étaient impliqués. Oui, nous, on était impliqués. Nous, on ne nie pas. Très bien. Parce qu'il y a certains notaires qui disent qu'ils n'étaient pas impliqués. Non, moi, j'y étais. Le notariat n'était pas Moi, impliqué. Les promoteurs immobiliers aussi. Mais bien Si sûr, vous étiez impliqués, pourquoi il n'y a pas de consensus sur cette c'est une loi? grande question à laquelle je n'ai pas de réponse, puisqu'on a fait beaucoup de réunions. Et Oui. beaucoup de Et puis, à réserves. un moment donné... Des recommandations aussi, à un bien moment donné, naturellement. le dossier est resté sur la glace. Et on peut se dire, pourquoi? Parce qu'en fait, à vrai dire, quand on fait une loi, il y a des équilibres à respecter. Il y a des intérêts en présence. Et de façon générale, et c'est le rôle du gouvernement, est justement de faire une loi qui est win-win. Nous avons des acheteurs, nous avons des consommateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui, les consommateurs? Ils ont exercé leur droit au silence. Je ne fais pas, parce que quand je rentre dans un achat sur plan, c'est l'aventure. Je sais quand est-ce que je verse, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais recevoir mon Encore bien. moins habité, voilà. Le rôle du notaire. Et je ne voudrais pas vous choquer, mais quand je reçois un promoteur, bien sûr, un entretien, je souhaite commercialiser. Et je voudrais rappeler mon ami Anis que justement dans la refonte de la loi sur la VFA, il y a eu cette technique qui a été réhabilitée, qui était contraire à la loi, je suis d'accord avec mon confrère, qui a été réhabilitée par la loi, c'est les contrats de réservation, mais limité à 5%, dans le délai 6 mois. C'est un test de 6 pré-commercialisation. mois non renouvelables. Non Juste renouvelable. pour peut-être corriger Oui, ce qui a été avancé je dis par bien non Cyril renouvelable. Genoul. Alors, Non renouvelable. Alors, le test, ce contrat de réservation, c'est quoi le but? Comme j'ai dit que la VFA est une technique de financement, c'est de tester le marché. À partir du moment que le promoteur, propriétaire, je dis bien propriétaire de son terrain, qui a l'autorisation de construction, qui a des plans de variéture, qui a des cahiers de charges, qui a des plans béton armé, il a toute sa documentation, à ce moment-là, il peut s'adresser au public. Et quand il s'adresse au public pour amener des acheteurs vers lui, il faut absolument qu'il ait, lui, pour être tranquille, pour que lui soit tranquille, quand il a 30-40% de réservation, il sait que son opération est économiquement viable et que le banquier derrière va savoir, même en s'impliquant, même en donnant des garanties bancaires, il sait que l'opération, il va aller jusqu'à son terme. Mais nous, les notaires, quand on fait l'entretien avec le promoteur, est-ce que vous êtes propriétaire? Est-ce que vous avez des autorisations? Les contrats de réservation, ils peuvent les faire par acte sous privé, donc pas dans nos études. 6 mois plus tard, on leur demande des garanties financières de remboursement et d'achèvement. Ben, il n'y a pas. Bien sûr, en tant que notaire, le bon père de famille, parce que c'est une notion importante, je ne vais pas m'impliquer dans un projet où je vais engager totalement ma responsabilité et ma profession derrière, parce que nous sommes la seule profession aujourd'hui qui a des garanties collectives. Nous avons un fonds de garantie, nous avons des assurances qui vont aller jusqu'à 20 millions de dirhams. Donc, nous, on considère, bien qu'on ait des garanties par rapport à nos clients, on préfère ne pas faire. Mais il y a pourtant des notaires qui font. Alors, sans la garantie que le promoteur détient, n'est-ce pas, Maître Khalifa, détient le terrain, encore moins qu'il ait un permis de construire. Enfin, alors, comment cela se fait-il? Ce que vous ne dites pas, et je sais de quoi vous parlez, de l'affaire Babdarna. Babdarna, il faut autre, il y a eu d'autres affaires. Celle-ci a été médiatisée, c'est pour cela qu'on en parle et que je ne nomme pas. Il y a eu beaucoup d'autres affaires qui ne sont pas médiatisées, si Nadir peut confirmer. Madame, dites-moi. L'affaire Babdarna a été surmédiatisée. Pourquoi surmédiatisée? Et là, j'appelle à tout le monde. Les organes de presse, ils ont fait des publicités, le moins qu'on puisse dire, mensongères. Et je me pose la question pourquoi la HACA n'a pas dû intervenir justement en temps opportun pour dire stop. Mais si le notaire a été leurré, qu'est-ce que vous me parlez des organes de médias ou autres? Je dis bien si même le notaire a été leurré, enfin, aurait été leurré. L'affaire Babdarna est une exception. C'est comme dans le contexte américain, il y a l'affaire Madoff. Oui. Chez nous, il y a l'affaire Babdarna parce que ce n'est pas des promoteurs. C'est ça ce que je dois dire. Je ne peux pas les considérer comme des promoteurs. Ce n'est pas des promoteurs parce qu'ils n'étaient pas propriétaires de leur terrain. Ils ont tout simplement monté une arnaque. Oui, très bien. Maître Khalifa. Je suis avocat parmi vous. L'obligation professionnelle m'oblige de dire qu'il y a une présomption d'innocence.
Bien sûr. par rapport à l'affaire Babdarna, Bien sûr. il n'y a pas question de débattre aujourd'hui de cette affaire. Ce n'est C'est pas une le but affaire de confiée à la cette émission. justice, qu'on attaque au vif des sujets, au texte. Alors, il y a lieu aussi de clarifier une chose. Quand on s'adresse à un notaire, un professionnel de manière générale, avocat, notaire, nous sommes des garants pour protéger les intérêts des parties en présence. Les parties contractantes en l'occurrence. Mais si vendeur le acheteur. notaire représente Exact. les deux parties Mais- à oui. Maître Khalifa, Ouais, s'il représente l'acheteur et le promoteur. Justement, Mais c'est ça. Il consulte également les avocats, attention, il consulte également Oui, les oui, avocats, pas que le notaire. justement. D'ailleurs, j'y arrive. Alors, le grand problème, et là, je vous parle de mon expérience personnelle. Alors, on est devant un notaire, il représente le vendeur. Oui. Et ça, c'est un grand problème. Et je ne me mise pas dans les affaires internes de la forcément. profession. Non, non, c'est lui. Généralement. Je parle d'une réalité On peut peut-être- vécue. peut-être Je le laisser parle d'une finir, réalité laisser vécue. finir, Maître Je- Khalifa. Parler vécue. du notaire promoteur. Voilà. Alors, et donc, moi, je n'irai même pas de le qualifier ainsi. Mais c'est un problème de la profession. De deux. Aujourd'hui, comment se fait-il que nous avons un dispositif, nous avons des dispositions légales, et que nous avons des contrats rédigés par des professionnels qui ne respectent pas le texte. Et donc, automatiquement, il ne faut pas qu'on soit surpris des poursuites au pénal. Il y a une responsabilité pénale. C'est-à-dire si on ne respecte pas Ah oui. tout ce qui est Ah rédigé oui, dans le il y a la contrat. responsabilité pénale des professionnels, parce que là, on peut passer d'un problème de civil ou commercial dans un contrat à un acte pénal. On est devant des informations, des faits mensongères, on est devant du faux, on est devant l'usage de faux, il y a des fois l'escroquerie, il y a non-exécution d'un contrat d'après ce que prévoit l'article 551 du Code pénal marocain, et j'en passe. Et donc, aujourd'hui, il faut dissocier deux choses. La responsabilité des promoteurs, c'est une responsabilité à plusieurs niveaux, et la responsabilité des professionnels d'autre part. Alors, je tiens aussi à tirer au clair des choses. Alors, par rapport à ce qu'a dit Maître Bargach, par rapport au financement, la technique de financement. Effectivement, ce sont des techniques, ce sont des montages financiers. Et donc, ces montages financiers, même dans les grandes bourses internationales, derrière, on met des textes pour protéger les intérêts des parties vulnérables. Oui, on cherche l'équilibre, mais il y a un consommateur qui est vulnérable. Aujourd'hui, vous avez un promoteur qui a tous les moyens de préparer son projet, d'aller négocier avec le banquier. Alors, je tiens juste à expliquer à Sibn Jlin une chose. Le texte, avec sa rigueur, il protège le promoteur professionnel. C'est pour, en quelque sorte, définir dans la profession les brebis galeuses et les canards boiteux et les professionnels. Alors aujourd'hui, pour moi, quelqu'un qui respecte... Alors, parce que j'ai entendu un discours contradictoire, si vous permettez, quand même une petite mention. Tout à l'heure, on parle de inexistence absolue de garantie. Et après, il y a certaines banques qui accordent à certains promoteurs. Pour moi, ça ne m'inquiète pas qu'il y ait des entreprises marocaines capables de porter un projet et qui va satisfaire les Marocains. Et surtout pas, pour moi, le public n'est pas un exemple. Il ne faut pas dire que les entreprises publiques qui sont dans l'immobilier ne respectent pas. Oui, s'ils ne respectent pas, ils doivent subir les mêmes sanctions que toutes les entreprises. Justement, il y a, si vous voulez, si on veut être aussi juste, on peut dire qu'il y a une disposition dans le texte qui dit que les entreprises publiques, les établissements publics qui sont dans le secteur sont dispensés de fournir de la garantie. C'est cela. Je pense que c'est un problème de concurrence. Je suis d'accord avec ces mesures. Je parlais de cela tout à l'heure, en effet. Non, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème parce que pour moi, on est dans un marché commercial. Très bien. On doit être sur le même pied d'égalité et on doit vendre aux mêmes conditions. Il y a un point, s'il vous plaît, à ne pas omettre aussi. Il y a la responsabilité du promoteur, il y a la responsabilité des professionnels, mais il y a aussi la responsabilité de l'administration parce qu'il y a des autorisations après. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, j'ai aussi vécu ça dans la réalité. Et qu'est-ce qu'on fait que ce promoteur qui a affaire à plusieurs départements, plusieurs administrations, et que des fois, pour avoir telle ou telle autorisation, tel contrôle, c'est pas évident. Donc, ça impacte effectivement le délai. Vous parlez de la simplification des procédures. Absolument. Pour le promoteur qui est un immobilier. débat vétuste au Maroc, un débat... Qui ne concerne pas que le secteur immobilier. Absolument. Combien de temps, plus ou moins, par rapport à toutes les autorisations, notamment celles de 12 à construire 18 mois, madame. 12 à 18 mois. 140 signatures. Nous avons un problème de bureaucratie administrative, ça c'est un constat. C'est un constat, Maintenant, c'est sûr. on en a parlé trop depuis les années 90. Moi, j'ai entendu ce discours sans qu'il y ait une réalité. On parle d'un guichet unique. Je ne vois pas où est ce guichet unique. Exact. Il existe nulle part. Exact. Il se cherche toujours. Et Très bien. donc, ce qui fait, pour être juste, il y a un problème d'administration. Parfait. Nous allons à présent parler des risques et des dérives de cette VFA et surtout, Madi Houadja,
Est-ce qu'aujourd'hui, si une victime, en cas de litige, prouve justement que son droit a été lésé à cause de la non-application de cette VFA ou mauvaise application, que peut-elle faire? Ben, le seul recours que le consommateur ou l'acquéreur a, c'est aller vers la justice. Donc, il n'y a pas de sanction administrative, comme on venait de soulever tout à l'heure, pour le professionnel, pour le contraindre, effectivement, de ne pas répéter la même erreur. Malheureusement, et on a assez souvent vécu cette situation, il y a des fois où le promoteur immobilier ne respecte pas aussi le délai de livraison. Malheureusement, dans le contrat ou la convention qui est signée entre les parties, rien n'est mentionné par rapport à ce délai de livraison. Entre autres, par rapport à ce délai de livraison. Si, il y a des choses qui sont mentionnées. Dans tous les cas, dans un contrat que le promoteur immobilier propose au consommateur ou à l'acquéreur, ce contrat-là ne dispose d'aucun élément qui le protège. Parce qu'effectivement, Maître vient de le dire, c'est un contrat qui est fait par le promoteur immobilier. Ils ont pris tout ce qui est bien pour eux, tout ce qui est dans leur, dans leur avantage, dans la loi, mais ils ont tout omis pour l'intérêt du consommateur. Si au moins, il y a un problème, on parle de problème de garantie, si au moins ils respectaient tout ce qui est écrit dans le contrat, notamment dans le cadre de la livraison, dans les délais, donc si on ne livre pas dans les délais et on vient en tant que consommateur demander réparation ou annulation de contrat, qu'est-ce qu'ils disent ces promoteurs-là? Ben, faites une demande de résiliation ou une demande d'abandon, et comme ça, ils vont prendre 10% du budget global du bien. Alors, que le contraire n'est pas mentionné dans le contrat. Au cas où il n'est pas livré à temps? Effectivement, au cas où il n'est pas livré à temps, le promoteur n'a pas à s'inquiéter. Très bien. Et c'est ça le grand souci. Si Donc, c'est vrai qu'il y a certains notaires aussi qui sont aussi complices dans certaines opérations et certaines procédures. Et notamment quand on demande, par exemple, nous, en tant qu'acquéreurs, aller à choisir notre notaire que nous voulons, la première chose qui se pose, c'est non, on ne veut pas, il faut aller vers notre notaire. Alors là, quand il y a, comme Maître venait de dire, notaire promoteur, on se pose toujours la question, est-ce que le notaire a cette mission d'être un officier public qui, normalement, il est là pour départager et pour faire un contrat équilibré, ou être d'un côté, on dépend de l'autre. Ce sont des situations qui nous ont laissé effectivement, et le cas de ce que vous venez de dire, donc ce promoteur immobilier qui a arnaqué les gens, il n'est pas le seul. Aujourd'hui même, ce matin, je viens d'avoir une information que dans la ville de Casablanca, il y a presque la même pratique. Dites-moi, est-ce qu'il y a une entreprise, un promoteur immobilier, qui va devoir investir des millions et des millions de dirhams avec un capital de 30 000 dirhams? Donc ça, c'est un problème d'État, ce n'est pas un problème des promoteurs. C'est très bien. En tout cas, c'est un nouveau cas dont vous avez été informé aujourd'hui même. Il y a plusieurs cas, on l'a déjà dit. Réaction de la promotion immobilière. Il faut, bon, ce n'est pas la peine de rentrer dans des polémiques stériles qui n'aboutissent à rien. Il faut trouver des solutions qui sont viables. La profession est pour la VFA. Nous réalisons des contrats de réservation, ces contrats de réservation avec des acquéreurs et qui effectivement ne peuvent pas se concrétiser pratiquement en contrat de vente en état futur d'achèvement. Pourquoi? Parce que les garanties ne peuvent pas être obtenues pour la restitution des fonds par les banques et par les assurances. Le produit pour les assurances n'existe pas. Nous sommes en négociation avec le ministère et avec les banquiers pour pouvoir trouver des solutions de facilité pour l'obtention de ces garanties-là, et avec les assurances également. Si Bargash tout à l'heure a parlé d'un échéancier de paiement, etc., l'une des autres solutions, ce serait que la conservation foncière, avec laquelle nous sommes en discussion également, et je tiens à le répéter, et pour l'établissement de titres fonciers en cours de réalisation du projet. Les délais de livraison, contrairement à ce qu'a dit Wazir, dans cette VFA, il est prévu des pénalités de retard pour les acquéreurs
et pour les promoteurs. Si les acquéreurs ne respectent pas leur échéancier, il y a des pénalités, et pour les promoteurs également. Il y a aussi Est-ce qu'ils finissent par les avoir entre la théorie et la pratique? C'est une gelotte. On parle de la théorie. Ça, voilà, on parle de la théorie. Et ouais, d'abord, on veut être un Madame, peu pragmatique et parlons de la Nous réalité. sommes pour l'application de cette loi, Très bien. mais il faut trouver un problème au niveau des garanties bancaires. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, c'est ce que vous expliquez depuis tout à l'heure. Très bien. Depuis tout à l'heure. Et pourquoi, effectivement, cette loi qui a été promulguée, qui a été revue en 2016, n'a pas vu le jour, le décret d'application, qu'en janvier 2020, parce qu'il y a eu des difficultés. Je voudrais juste revenir. Oui, je tiens à rappeler autre chose. Oui, par rapport Je tiens à rappeler autre chose, c'est que ce secteur emploie 1 million de personnes. C'est à peu près 7% du PIB, bon ça vous le savez, hein, c'est 70 milliards de dirhams, etc. En tout l'écosystème, c'est 15% du PIB global. Venir le bloquer comme ça en imposant une loi sans parler d'assurance. Imaginez-vous que la loi parle d'assurance alors qu'elle n'existe pas. C'est Bargach, peut-être une réaction par rapport à ce qui a été dit par M. Benjeloun. C'est ce débat, si les conclusions de ce débat est de dire qu'on va bloquer le marché, non. Il faut absolument, bien au contraire, je pense que c'est aujourd'hui, en creusant, en regardant de très près cette mécanique de VFA et comment on peut la faire adapter par rapport aux attentes et besoins. Il y a deux orientations, deux propositions. Je suis d'accord avec Anis quand il dit aujourd'hui, pour que la VFA puisse marcher, il faut absolument qu'il y ait un registre public. Parce que la loi sur la copropriété de 1946, l'article 14 ter, avait ouvert une brèche pour permettre aux promoteurs de créer, aux conservateurs de créer des fonciers provisoires et d'y inscrire les actes de vente et surtout les contrats de prêt hypothécaire. Le problème qui s'est posé, pourquoi cette pratique a été arrêtée par une circulaire du conservateur général de l'époque que je ne nommerai pas, pour la simple raison qu'il y a eu des défaillances de quelques promoteurs. Résultat, on avait des titres fonciers qui ne correspondaient pas à une matérialité. Et donc aujourd'hui, on a une grande opportunité, et c'est là où il faut absolument travailler sur ça, c'est la garantie financière d'achèvement, la fameuse GFA. Parce que le conservateur, il pourrait très bien marcher dans cette formule, mais à condition de rassurer les acquéreurs en face, de dire aujourd'hui, créons un titre foncier, on peut inscrire les actes de vente en état futur d'achèvement et donc changer le caractère aujourd'hui du contrat préliminaire qui est juste un contrat non translatif de propriété. Il faut que le contrat devienne un contrat qui transfère la propriété et qui est inscriptible et donc modifier l'article 65 du Code de droit réel pour permettre l'inscription et de l'acte et l'inscription de l'obligation hypothécaire. Et comme on a une garantie financière d'achèvement, quoi qu'il arrive, parce que c'est ça véritablement qui intéresse un acheteur, n'oublions pas l'essentiel, un consommateur, ce qu'il veut, ce n'est pas, in fine, ce n'est pas le remboursement de ses avances. Non, il veut habiter, quoi. Il veut avoir son logement. Or, à partir du moment, même en cas de défaillance du promoteur, vous avez une banque ou une assurance qui va se substituer à ce promoteur défaillant parce que le risque économique, l'aléa économique, il est là. Un notaire peut être défaillant, un avocat peut être défaillant, mais un promoteur également peut être défaillant. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir enrichi le débat sur cette question très importante et d'autant plus qu'elle est d'actualité de cette VFA. Merci à tous de votre fidélité. Très bonne suite des programmes sur notre antenne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco Débat. D'ici là, très bonne semaine à tous.